Elle ne cherchait pas à écouter. Hélène passait simplement devant la cuisine pour remplir sa tasse de tisane. La journée avait commencé comme un murmure, dans le silence presque sacré du grand appartement parisien. Chaque matin, le parquet en point de Hongrie, qu'elle avait choisi avec tant d'amour avec son défunt mari, semblait se plaindre sous ses pas feutrés. C'était un dialogue secret entre elle et les murs, un rappel constant qu'elle était désormais une invitée dans le décor de sa propre vie. Dehors, la lumière d'octobre dorait les feuilles des platanes du boulevard, mais à l'intérieur, elle restait froide, glissant sur les meubles design et le marbre sans jamais réussir à réchauffer l'atmosphère. Au petit déjeuner, elle avait disposé les croissants chauds, encore odorants du four du boulanger, dans une corbeille en argent. Un petit rituel, une offrande silencieuse à une famille qui ne la voyait plus. Assise à la grande table, Isabelle, sa fille, faisait défiler des emails sur son téléphone avec une concentration féroce, son visage tendu par des préoccupations invisibles. Philippe, son gendre, était retranché derrière son exemplaire du Monde, un rempart de papier contre toute interaction non essentielle. Seul Léo, son petit-fils de 17 ans, avait brièvement levé les yeux, lui adressant un hochement de tête presque imperceptible, un éclair de reconnaissance dans l'indifférence générale. Hélène s'y accrochait comme à une bouée. Puis, le regard de sa fille s'était posé sur une minuscule miette dorée qu'Hélène avait laissée près de sa tasse. Isabelle n'avait rien dit, mais son soupir agacé et le geste sec de sa main pour balayer l'offense en disaient bien plus long que des mots. « Maman, fais attention, s'il te plaît. » Le ton n'était pas méchant. Il était pire, c'était le ton neutre et patient que l'on emploie avec un enfant distrait ou une personne diminuée. Une fois de plus, Hélène se sentit réduite, corrigée, infantilisée. C'est en se levant pour aller chercher de l'eau chaude qu'elle traversa le long couloir. Au mur, les portraits de famille la regardaient passer, fantômes d'une époque où les rires remplissaient ces mêmes pièces. La porte de la cuisine était restée entr'ouverte. La voix d'Isabelle, soudainement animée, s'échappait, confidentielle et pleine d'une fausse sympathie pour la personne à l'autre bout du fil. Hélène s'immobilisa, sa main effleurant le chambranle froid. Non, mais c'est l'odeur. Sa chambre empeste. C'est comme une odeur de maison de retraite. C'est lourd, ça s'accroche partout. J'ai beau aérer, acheter des diffuseurs. C'est insupportable. Le monde s'arrêta de tourner. Les mots, nets et cruels, semblèrent flotter dans l'air avant de venir se ficher en elle, un par un. Une vague de froid glacial la submergea, partant de sa poitrine pour paralyser ses membres. Elle n'était pas seulement un fardeau, une charge. Elle était une odeur. Une contamination. La preuve vivante du déclin que sa fille cherchait tant à masquer derrière les apparences de sa vie parfaite. Sans un bruit, elle recula, chaque pas une manœuvre délicate pour ne pas trahir sa présence, pour ne pas laisser échapper le sanglot qui menaçait de la déchirer. Elle se réfugia dans sa chambre, cette pièce impeccable et impersonnelle au fond de l'appartement. Son regard se perdit, puis se fixa sur le cadre en argent posé sur sa commode. Elle le prit dans ses mains, le métal froid contre sa peau tremblante. Isabelle, 7 ans, au jardin d'acclimatation. Elle avait des taches de barbe à papa sur les joues et une dent de lait en moins. Elle se serrait contre le cou de sa mère, et Hélène pouvait presque sentir le souffle chaud de son rire d'enfant, entendre le murmure de sa voix lui disant « T'es la meilleure maman du monde ». Que s'était-il passé entre ce souvenir vibrant d'amour et la conversation méprisante qu'elle venait d'entendre? La question tourbillonnait dans son esprit, vertigineuse et sans réponse. Ce soir-là, en passant devant sa porte, Isabelle alluma une bougie parfumée, une de ces bougies de luxe de la marque Diptyque. L'étiquette indiquait linge propre, mais pour Hélène, ça sentait l'eau de javel et le mépris. L'accident n'était rien, une simple glissade sur le tapis de bain, mais la réaction d'Isabelle, elle, fut une véritable chute au fond de l'abîme. Cela s'est produit quelques jours plus tard, alors que la pluie d'automne striait les hautes fenêtres de l'appartement, conférant au ciel parisien une teinte de mélancolie grise qui épousait parfaitement l'état d'âme d'Hélène. Depuis la conversation entendue, un voile de tristesse lucide s'était posé sur elle. Elle observait désormais sa fille non plus avec le cœur d'une mère, mais avec le regard d'une étrangère essayant de comprendre un mécanisme complexe et froid. En sortant de la douche, son pied a dérapé sur le coton humide du tapis. Elle s'est rattrapée de justesse au porte-serviettes chauffant, faisant tomber dans un grand bruit une cascade de flacons de luxe.
Isabelle a accouru, le visage crispé non pas par l'inquiétude, mais par l'agacement. Hélène put voir, l'espace d'une seconde, une lueur de triomphe dans ses yeux. C'était l'incident qu'elle attendait, la preuve irréfutable. « Maman. Tu vois bien que c'est dangereux », s'exclama-t-elle, sa voix se chargeant d'une fausse sollicitude. « Imagine si je n'avais pas été là. Tu ne peux plus rester comme ça. » Hélène se contenta de hocher la tête, le cœur lourd, comprenant que sa légère perte d'équilibre venait de sceller son sort aux yeux de sa fille. Dans un coin de la pièce, elle remarqua Léo, son petit-fils, qui avait suivi sa mère. Il fronça les sourcils, son regard adolescent plein d'une réprobation silencieuse qui n'échappa pas à sa grand-mère. C'était une minuscule étincelle de chaleur dans le froid polaire de la situation. La pression monta encore d'un cran. Le fameux dîner qu'Isabelle organisait pour un partenaire commercial devenait le centre de l'univers familial. Chaque détail était scruté, chaque arrangement était source de stress. Au dîner, quelques jours avant l'événement, Isabelle discuta du menu avec Philippe, énumérant des vins et des mets hors de prix avec une satisfaction non dissimulée. Puis, se tournant vers Hélène, elle lança sur un ton faussement léger, « Avec les charges de l'immeuble qui augmentent sans cesse, il va falloir que tout le monde participe un peu plus à l'effort commun. » Hélène sentit la pique, acérée et précise. Elle n'était pas seulement une odeur, elle était aussi un coup, une ligne de débit dans le budget impeccable de sa fille. La véritable trahison, cependant, l'attendait dans le silence feutré du bureau d'Isabelle. Prétextant le besoin d'un timbre pour envoyer une carte d'anniversaire à une vieille amie, Hélène y entra. Le bureau était à l'image de sa fille, ordonné, fonctionnel, sans âme. En ouvrant un tiroir du classeur pour trouver une enveloppe, son regard fut attiré par un dossier cartonné sur lequel était inscrit son propre nom, Hélène Dubois. Une curiosité morbide la poussa à l'ouvrir. Ce qu'elle y trouva lui coupa le souffle. Des brochures glacées pour des EHPAD de luxe vantaient les mérites d'un crépuscule doré et d'une fin de vie en toute sérénité. À côté, des grilles tarifaires détaillées et des simulations financières. Mais le pire était encore à venir. Attachée par un trombone, une analyse complète de ses comptes bancaires, de sa modeste pension, l'horreur absolue, une photocopie de son testament qu'elle avait confié à Isabelle. Le document était couvert d'annotations au stylo rouge, des calculs sur la valeur de l'appartement, des notes sur la manière de gérer au mieux son patrimoine après son placement. Assise dans le silence du bureau, l'épreuve de sa déchéance programmée étalée devant elle, une froide détermination remplaça enfin les larmes. Ce n'était plus de la négligence ou de l'impatience. C'était un plan, calculé et déshumanisant. On cherchait à la liquider, à l'effacer de manière ordonnée et rentable. Elle sentit une force nouvelle monter en elle, une colère calme et puissante. Elle sortit son vieux carnet d'adresses, celui qui datait d'avant la mort de son mari, et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des années. Monsieur Lambert n'avait pas changé. Il avait ce regard calme et cette écoute attentive de ceux qui ont passé leur vie à démêler les secrets noués au cœur des familles. Hélène l'avait retrouvé à la brasserie Le Select à Montparnasse, un lieu chargé de l'histoire d'un Paris qu'elle aimait, un refuge loin de la froideur aseptisée de l'appartement d'Isabelle. L'atmosphère y était chaleureuse, bruyante de conversations animées et du cliquetis des tasses. Assise sur la banquette de velours rouge, Hélène se sentit, pour la première fois depuis des mois, exister à nouveau. Elle lui exposa les faits, sans larmes ni apitoiement, la voix posée. Elle sortit de son sac les photocopies des brochures et de son testament annoté. Monsieur Lambert examina les documents, son visage passant de la bienveillance à une profonde gravité. Il poussa un long soupir, non de surprise, mais de tristesse. « Les vieilles histoires se répètent toujours, ma chère Hélène, dit-il doucement. Il tapota les papiers du bout des doigts. C'est laid, mais ce n'est que du papier. L'important, c'est l'acte de propriété. Et cet acte, je m'en souviens comme si c'était hier, il est à votre nom, et au vôtre seul depuis le décès de Jean-Pierre. » Il se pencha vers elle, son regard insistant. « Légalement, Isabelle n'a aucun pouvoir. Vous avez le droit absolu de vendre cet appartement, Hélène. Demain, si vous le souhaitez. N'oubliez jamais qui détient la signature finale. » Ces mots résonnèrent en elle, non comme une simple information, mais comme une permission. La permission de se battre.
De retour dans l'antre du lion, Hélène se mit au travail avec une discrétion de stratège. Pendant qu'Isabelle était absorbée par des appels incessants concernant son plan de table et le choix des fleurs, Hélène passait ses propres coups de fil depuis le silence de sa chambre. Sa voix, au téléphone avec l'agent immobilier que M. Lambert lui avait recommandé, était ferme et claire. Oui, elle voulait une vente rapide. Oui, elle était prête à être flexible sur le prix pour un acheteur sérieux. Elle contacta également la résidence de Versailles, dont une amie lui avait parlé, et réserva un studio. Pendant ces longues heures de solitude, elle commença à trier sa vie, non pas dans des valises, mais dans de petites boîtes en carton. Elle ne prenait pas les objets de valeur, mais les trésors de son cœur, les lettres de son mari, les dessins de Léo enfant, son recueil de poésie préféré. Léo la surprit un après-midi, alors qu'elle regardait une vieille photo. « Tu as l'air différente, mamie, lui dit-il, intrigué. Hélène lui sourit, un vrai sourire cette fois. « C'est parce que je me souviens de qui je suis, mon chéri. » La veille du grand dîner, l'appartement était en état de siège. Une fleuriste arrangeait une composition monumentale dans l'entrée, un traiteur donnait des ordres dans la cuisine. Isabelle, au bord de la crise de nerfs, vint trouver Hélène. « Et surtout, maman, tu restes dans ta chambre quand les invités seront là, d'accord ? Je ne veux pas de complications. » Hélène la regarda avec une sérénité nouvelle et acquiesça. « Ne t'inquiète pas, Isabelle. Je ne te dérangerai pas. » Ce calme inattendu, cette absence de protestation, sembla déconcerter sa fille plus que n'importe quel reproche. Plus tard dans la soirée, alors que le silence était enfin retombé, Hélène alluma son ordinateur portable. Un courriel de l'agent immobilier l'attendait. Une offre d'achat, au prix demandé, d'un couple qui avait visité l'appartement la semaine précédente. L'offre était assortie d'une clause de signature rapide. Sans hésiter, elle suivit la procédure de signature électronique. En quelques clics, le destin de l'appartement, et le sien, fut scellé. Le piège était en place, silencieux et irrévocable. Le soir du dîner arriva. Alors qu'Isabelle inspectait une dernière fois les verres en cristal, Hélène, dans sa chambre, sortit de sa housse une robe en lin rose qu'elle n'avait jamais osé porter. Ce soir, elle ne se cacherait pas. Ce soir, elle serait l'invitée d'honneur de sa propre libération. Si vous êtes toujours avec nous et que l'histoire d'Hélène vous touche profondément, laissez un en commentaire pour nous montrer que vous la soutenez dans son combat. Et si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer une seule seconde de la suite, qui s'annonce inoubliable. Votre soutien est précieux et nous donne la force de continuer à créer des histoires fortes et inspirantes pour vous. Maintenant, la soirée la plus importante de la vie d'Isabelle est sur le point de commencer. Retournons à notre histoire. Le son des verres en cristal qui trinquent est censé être joyeux, mais ce soir-là, dans la salle à manger d'Isabelle, il sonnait comme du verre annonçant une fêlure imminente. Tout était parfait, d'une perfection glaciale et agressive. Les fleurs, des lys blancs au parfum entêtant, trônaient au centre de la table. L'argenterie brillait sous la lumière tamisée du grand lustre. Le magret de canard venait d'être servi, et Philippe dissertait sur les mérites du Pauillac 2009 qu'il venait de décanter. L'invité d'honneur, M. Dumont, un partenaire commercial crucial pour l'entreprise d'Isabelle, hochait la tête avec un air connaisseur, tandis que sa femme complimentait Isabelle sur son goût exquis. Isabelle, assise droite comme un i, souriait. Mais son sourire n'atteignait pas ses yeux, qui lançaient des regards furtifs vers le couloir, priant pour que le silence qui venait de la chambre de sa mère dure toute la soirée. C'est au moment précis où elle levait son verre pour porter un toast au succès de leur projet futur qu'Hélène est apparue dans l'encadrement de la porte. Le silence s'est fait instantanément, si total qu'on aurait pu entendre une plume tomber. Elle portait la robe en lin rose. La couleur, douce et vivante, contrastait violemment avec la palette de gris et de beige du salon. Elle n'était plus l'ombre grise et effacée des dernières années. Elle était une femme, droite, digne, ses cheveux argentés relevés en un chignon simple qui dégageait son visage. Il y avait dans son regard une sérénité qui était plus déstabilisante que n'importe quel cri. « Maman !» Le mot s'échappa des lèvres d'Isabelle, un murmure étranglé, à mi-chemin entre l'ordre et la supplication. « Qu'est-ce que tu fais ? Retourne dans ta chambre. »
Hélène lui offrit un léger sourire, un sourire qu'Isabelle ne lui avait pas vu depuis des années, et avança de quelques pas dans la pièce. Elle ignora sa fille et laissa son regard balayer l'assemblée. « Bonsoir, messieurs dames. Je vous prie de m'excuser, je ne voudrais pas interrompre votre soirée. » La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Isabelle était blême, son humiliation était palpable. Alors qu'elle s'apprêtait à se lever, à créer une scène pour forcer sa mère à partir, la sonnette de l'entrée retentit, stridente et impérieuse. Tous sursautèrent. Ou encore un livreur, à cette heure-ci, maugréa Isabelle entre ses dents. Philippe, visiblement soulagé d'échapper à l'atmosphère irrespirable, se leva pour aller ouvrir. Il revint un instant plus tard, l'air complètement déconcerté. Derrière lui se tenait l'agent immobilier, impeccable dans son costume sombre, accompagné d'un couple élégant d'une cinquantaine d'années, qui regardait autour de lui avec une curiosité polie. Ce fut Hélène qui rompit le silence. Sa voix, claire et posée, se projeta sans effort dans la pièce. « Ah, vous voilà. Veuillez entrer, je vous en prie. » Elle se tourna vers la table, son visage une image de calme souverain. « Pardonnez-moi de vous déranger à nouveau. Isabelle, Philippe, je voulais simplement vous présenter monsieur et madame Renaud. » Elle marqua une pause, laissant le suspense s'installer, avant de porter le coup de grâce. Les nouveaux propriétaires de cet appartement. Si un lustre était tombé du plafond, le choc n'aurait pas été plus grand. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Le visage d'Isabelle se décomposa, passant de la colère à l'incrédulité la plus totale, puis à une panique muette. Monsieur Dumont la regardait maintenant avec un tout autre œil, non plus celui d'un partenaire, mais celui d'un observateur devant un spectacle inattendu et fascinant. Hélène poursuivit, sa voix ne tremblant pas, « Il souhaitait le revoir une dernière fois, j'espère que cela ne vous importune pas. La signature définitive est pour la fin du mois. Vous aurez 30 jours pour vous organiser. » Tandis que les invités, comprenant l'ampleur du désastre familial et professionnel, commençaient à se lever en murmurant des excuses confuses pour prendre congé, Isabelle foudroya sa mère du regard, la bouche ouverte mais incapable de formuler un mot. Pour toute réponse, Hélène leva légèrement son verre d'eau vers elle, dans un toast silencieux, avant de se retirer dans sa chambre pour la dernière fois. Le premier rayon de soleil qui a traversé la fenêtre de sa nouvelle chambre à Versailles ne l'a pas seulement réveillée, il a réveillé une partie d'elle qu'elle croyait endormie pour toujours. Le silence ici était différent de celui de Paris. Il n'était pas vide et oppressant, mais plein et paisible, tissé du chant des oiseaux dans le jardin et du murmure lointain des conversations dans les couloirs. Son studio était plus petit que sa chambre d'amis du 16e arrondissement, mais il était à elle. Chaque centimètre carré lui appartenait. La lumière entrait à flot par la porte-fenêtre qui donnait sur un petit balcon, où elle imaginait déjà planter de la lavande. Elle a passé la matinée à déballer ses quelques cartons, non pas comme une corvée, mais comme un rituel sacré. Elle a rangé ses recueils de poésie sur une petite étagère, a posé la photo d'Isabelle enfant sur sa table de chevet non pas par pardon, mais pour se souvenir de l'amour qui avait existé un jour et a placé les lettres de son mari dans le tiroir du haut de la commode. Chaque objet retrouvé était un morceau de son identité qu'elle réclamait. Elle n'était plus un fantôme dans le décor d'une autre, elle était la gardienne de sa propre histoire. Vers midi, on a frappé doucement à sa porte. Hélène a hésité, une pointe d'angoisse la saisissant par réflexe. Mais ce n'était pas Isabelle. C'était une femme d'environ 65 ans, au sourire franc et aux yeux pétillants. « Et bonjour. Vous devez être Hélène. Je suis Claire, votre voisine. » Elle lui tendit une assiette contenant une part de tarte aux pommes encore tiède. « La première journée est toujours la plus étrange. Je me suis dit qu'un peu de sucre pourrait t'aider. » Cette gentillesse simple, offerte sans raison, sans rien attendre en retour, a brisé la carapace qu'Hélène avait forgée autour de son cœur. Des larmes, chaudes et libératrices, ont coulé sur ses joues. « Merci », a-t-elle réussi à murmurer. « Merci, c'est trop gentil. » Plus tard dans l'après-midi, elle a rallumé son téléphone. L'écran s'est illuminé d'une longue liste de notifications, 17 appels manqués et 8 messages vocaux, tous d'Isabelle. Une curiosité presque clinique la poussa à écouter le premier. La voix de sa fille, stridente de fureur, a explosé dans son oreille. « Comment as-tu pu me faire ça ?
M'humilier de cette façon devant tout le monde. Tu as tout détruit. Hélène a effacé le message avant la fin. Elle a écouté le début du second. La colère avait laissé place à une supplication manipulatrice. Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. Je ne comprends pas. On peut arranger les choses. Elle n'a pas écouté la suite. D'un geste calme et délibéré, elle a sélectionné tous les messages et a appuyé sur supprimer. Elle venait de couper le dernier fil empoisonné. Alors que le soir tombait, on a de nouveau frappé à sa porte. Son cœur a eu un soubresaut. Mais quand elle a ouvert, ce n'était pas clair. C'était Léo. Il était là, sur le seuil, l'air fatigué d'avoir pris le train depuis Paris, mais le regard déterminé. Il tenait maladroitement un petit sac en papier d'une célèbre pâtisserie. Sans un mot, il a fait un pas en avant et l'a serré fort dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte polie, mais un câlin désespéré, un refuge. Il s'est écarté, les yeux brillants. « Pardonne-nous, mamie », a-t-il dit, sa voix d'adolescent se brisant légèrement. « Surtout maman. J'aurais dû voir. Je suis tellement désolée. » Ils se sont assis côte à côte sur le petit canapé et ont partagé l'éclair au chocolat qu'il avait apporté. Ils n'ont pas parlé du drame. Ils ont parlé de ses cours, d'un film qu'il avait aimé, d'une fille qui lui plaisait. C'était simple, c'était normal. C'était tout ce dont Hélène avait rêvé. Ce simple moment de communion, cet amour pur et intact, était sa véritable victoire, bien plus grande que la vente de l'appartement. Avant de partir pour reprendre son train, Léo s'est retourné sur le seuil. « Je pourrais revenir te voir la semaine prochaine » a-t-il demandé avec une sincérité désarmante. La question, simple et pleine d'espoir, était la plus belle des réponses. Un mois plus tard, en regardant la lavande qu'elle avait plantée dans une jardinière sur son balcon, Hélène réalisa qu'elle avait cessé d'attendre. Elle ne guettait plus un mot gentil, un geste d'affection, ni même la fin. Elle avait commencé à vivre. Les semaines à Versailles avaient passé avec une douceur qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ces journées étaient rythmées non pas par le silence angoissant d'un appartement trop grand, mais par des plaisirs simples et choisis. Le mardi matin, c'était le cours d'aquarelle dans la grande salle commune lumineuse. Elle s'était découvert un talent qu'elle ignorait, peignant avec une joie presque enfantine. Claire, devenue sa confidente, était assise à côté d'elle, et leur conversation allait des derniers potins de la résidence à des confidences plus profondes sur leur vie passée. Elle riait souvent, un rire franc et libérateur qui semblait déloger les dernières parcelles de tristesse nichées dans le cœur d'Hélène. Les visites de Léo, chaque samedi sans exception, étaient devenues son rituel sacré. Il jouait aux cartes, se promenait dans le parc du château de Versailles tout proche, ou restait simplement assis sur le balcon, à parler de tout et de rien. Il lui racontait ses espoirs, ses doutes, et elle l'écoutait, se sentant pour la première fois utile et aimée pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle pouvait faire. Ce fut un mardi après-midi, alors qu'elle finissait de peindre une aquarelle de son pot de lavande en fleurs, que son téléphone sonna. Le nom Isabelle s'afficha sur l'écran. Autrefois, cette vision aurait provoqué une montée d'angoisse. Aujourd'hui, elle sentit seulement un calme profond. Elle laissa sonner une fois, 2 fois, puis décrocha. « Maman !» La voix de sa fille était méconnaissable. Plate, lasse, dénuée de toute l'arrogance tranchante qu'elle connaissait. « Bonjour, Isabelle », répondit Hélène, sa propre voix douce et égale. Un long silence s'installa, puis Isabelle reprit, d'un souffle, « J'ai trouvé un nouvel appartement, plus petit. Dans le 15e. On déménage le mois prochain. » Elle fit une pause, comme si elle attendait une réaction. Hélène ne dit rien. « Je voulais juste. Je suis désolée, maman. Pour tout. J'étais dépassée, stressée par le travail. » L'excuse était là, familière, mais elle se termina par une note amère qui prouvait qu'elle n'avait pas tout compris. « Mais tu n'avais pas à faire ça. Tu as tout détruit. » Hélène ferma les yeux, non de douleur, mais de lucidité. Elle voyait sa fille clairement maintenant, une femme malheureuse, piégée dans la cage dorée qu'elle s'était elle-même construite. Avec une infinie patience, elle répondit, chaque mot pesé, chaque syllabe empreinte d'une vérité qu'elle ne pouvait plus taire. « Non, Isabelle. Je n'ai rien détruit.
J'ai seulement sauvé ce qui restait de moi. Elle inspira doucement. Je t'aime, mon enfant. Mais je ne me laisserai plus jamais, jamais, traiter de cette façon. J'ai besoin de temps. Et je crois que toi aussi, tu en as besoin. C'est elle qui mit fin à la conversation, poliment mais fermement, avant qu'Isabelle ne puisse répondre. Elle n'avait pas besoin d'entendre d'autres justifications, d'autres reproches voilés. Elle avait dit ce qui devait être dit. La page était tournée. Elle raccrocha et retourna sur son balcon. La lavande commençait à fleurir, ses épis violets se balançant doucement dans la brise d'automne. Son parfum, propre, lumineux et naturel, emplissait l'air. C'était l'odeur de sa liberté.